avant que vous n'avanciez, puisque vous parlez déjà sur du plan sécuritaire, il faut peut-être relever que c'est ce que j'ai lu hein, sur, bien sûr, j'allais dire, sur les pages officielles, que Félix Tshisekedi s'est payé finalement les mercenaires étrangers, notamment français, pour assurer sa sécurité. Ma question était de savoir, est-ce pour dire qu'il n'a plus confiance en l'armée congolaise, c'est-à-dire au FARDC? Oui. Alors, pour ne pas faire perdre nos web téléspectateurs, j'étais en train de brosser le procès des 4 candidats. J'étais encore sur Félix Tshisekedi. Donc là, on fait des développements qui est sur lui et après, je reviendrai sur Katumbi, Mukwege et Fayulu. Alors, Je vous en prie. votre information, elle n'est pas fausse. C'est lui-même qui l'a dit sur France 24. Il a dit qu'il a appelé une société de mercenaires roumaine et française pour venir lui donner un coup de main. Ils sont plus d'1 millier. Sauf qu'il le disait devant des journalistes français, France 24, c'est la chaîne du Quai d'Orsay. Si c'était Wagner, on allait entendre des cris d'orfraie. Là, on découvre que les Français aussi ont des sociétés de sécurité comme Wagner, mais eux, c'est des saints, en fait. Les Roumains, c'est l'Union européenne, eux, c'est des saints. Si c'était Wagner, là, on allait nous dire, ah ben ouais, le monde s'arrête. Bon, voilà, donc il a avoué. Mais tout ça, c'est de la distraction. Ce qu'on a demandé à Félix Tshisekedi, c'était, un, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, de fermer la frontière avec le Rwanda, de rompre tous les accords de libre-échange qu'il y a entre le Congo et le Rwanda et de faire une déclaration de guerre conformément à l'article, je crois, 88 de la Constitution. S'il est arrivé au pouvoir, Kagame avait validé qu'il soit au pouvoir, et jusqu'aujourd'hui, là, pendant qu'on fait l'émission, le Congo est censé être en guerre avec le Rwanda. Expliquez-moi techniquement pourquoi Félix Tshisekedi ne rompt-il pas les relations diplomatiques avec le Rwanda? Expliquez-moi techniquement pourquoi Félix Tshisekedi ne ferme pas la frontière avec le Rwanda? Expliquez-moi techniquement pourquoi les marchandises, les biens rwandais continuent d'entrer sur le territoire rwandais sans douane et que les douaniers congolais et rwandais travaillent dans un même bâtiment à Goma, dans l'endroit qu'on appelle la Grande Barrière. Expliquez-moi pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas la déclaration de guerre. Quelle implication pourrait avoir le Congo-Brazzaville dans cette élection? Une grande implication. Le Congo-Brazzaville est en danger. Dernièrement, l'Union européenne a envoyé des observateurs que le pouvoir congolais a refusé qu'ils déploient leur appareil de communication pour pouvoir observer les élections si elles auront lieu. Alors, l'Union européenne a retiré ses observateurs. Mais pendant qu'ils étaient à Kinshasa, l'Union européenne a émis un communiqué officiel où elle demandait au Congo-Brazzaville, ils ont signé un accord avec le Congo-Brazzaville pour qu'ils disponibilisent ces aéroports, ces ports, pour évacuer la population européenne en cas de grabuge à Kinshasa. Et c'était un communiqué. Parce qu'il y a un spectre de violence Oui, il y qui a un plane. spectre de violence, il y a des candidats qui sont décidés d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas proclamés candidats, qu'il y a fraude électorale et ils ont des milices, ils vont faire la guerre. Certains candidats se sont préparés en conséquence. Et même le pouvoir de Kinshasa aussi s'est préparé en conséquence parce que quand on a dirigé le pays en tribalisant la politique, et du coup, ils ont créé une milice tribale pour pouvoir se défendre en cas de grabuge. Donc, le Congo-Kinshasa va vers... il y a une épée de Damoclès qui est sur le Congo. Euh, ça n'a jamais été aussi proche d'Ukraine. Bonjour, Kérine Maïzo. Bonjour, Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur TLR-TV7, La Renaissance de l'Afrique. Vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier international. Au centre de cet échange, la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la RDC. 26 candidats en liste, vous savez, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Et parmi les principaux candidats, on peut également noter Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege. La campagne bat son plein. Alors, à quelques 13 jours du scrutin, quelle projection faites-vous sur le déroulement du scrutin? Les conditions sont-elles vraiment réunies pour un scrutin libre, juste, transparent et apaisé? D'emblée, je vous dirais que on navigue à vue. On navigue à vue parce que
les élections sont en train d'être organisées dans un désordre indescriptible. Mais avant de parler d'élections à proprement parler, il faudrait souligner un fait. Normalement, lorsqu'un pays est agressé, envahi, puis occupé, on ne parle pas d'élection, on parle de la guerre de libération. Et beaucoup d'observateurs internationaux sont d'accord pour avouer que la République démocratique du Congo vit une situation particulière parce que personne, encore moins l'ONU, ne peut nier que le Congo a été agressé depuis 1996 et que ce pays a été envahi par des hordes venues de l'Est de l'Afrique, notamment du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, et que ces pays qui ont envahi le Congo sont restés au Congo, et que ces pays ont utilisé des subterfuges pour occuper le Congo. Après, lorsqu'on va y aller sur le plan juridique, on voit que la résolution 3314 du 14 décembre 1974 sur l'agression a été violée. On voit que l'article 7 de la Convention l'article 49 de la Convention de la Haye de 1907, ainsi que tous ces protocoles additionnels sur l'occupation ont été violés. Et on voit que le pays est infiltré, à part l'occupation et l'agression, le pays est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Ce n'est pas contradictoire ce que je dis, parce que certaines personnes disent « Ah non, le pays n'est pas occupé ». Ok, si le pays n'est pas occupé, du moins, il est infiltré jusqu'à la moelle épinière, et l'armée est dirigée, tous les circuits sécuritaires est dirigé par des étrangers qui ont pour objectif de balkaniser ces pays ou du moins de les mettre en couple réglé pour l'exploiter à merci. Donc du coup... Alors, pardon, Caroline Maïzo, donc vous êtes en train de nous dire, puisque vous parlez déjà d'un pays qui est agressé, et tout le monde le sait, le Rwanda agresse la RDC par le mouvement qu'on appelle M23, l'ONU a reconnu cela, et aussi, si on peut faire un petit... comparaison n'est pas raison, comme on le dit, mais nous savons qu'en Ukraine, par exemple, le président Zelensky était en train de dire nous sommes en guerre, donc c'est pas évident qu'on aille vers les élections, et c'est peut-être cela que vous voulez nous dire, mais c'est aussi une manière de nous dire que ceux qui se sont présentés là, c'est-à-dire les candidats déclarés, sont-ils en déphasage ou ont-ils d'autres priorités que la libération de la RDC? Beaucoup sont en déphasage. Certains pensent à la libération de la RDC, mais en employant les mauvais moyens. Et beaucoup sont des domestiques des Occidentaux. Et ils jouent le jeu des Occidentaux. Parce qu'aux yeux des Occidentaux, comme le Congo est pour eux, une res nullius à exploiter, ils ont besoin de fils du pays pour valider ces crimes. Donc du coup, ces fils du pays, parce que les Occidentaux, c'est des commanditaires, ils ont utilisé des sous-traitants en Afrique, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya. En tout cas, ils en utilisent beaucoup. Et les exécutants qui sont en partie la classe politique congolaise. Et en jouant ce jeu, parce que les Occidentaux disent quoi? Ils disent que le problème du Congo, ce n'est pas un problème international, c'est un conflit interne. C'est ainsi que dans leur vocabulaire, au lieu de parler d'agression, ils parlent de rébellion. Au lieu de dire que le pays est en guerre, ils parlent de déficit de démocratie. Donc du coup, si ce n'est pas une agression, donc un problème de droit international humanitaire, donc c'est un problème de droit interne dont les solutions doivent être recherchées dans les outils que nous fournissent le droit constitutionnel ou la science politique. Donc, du coup, pour les Occidentaux, c'est un problème congolais, c'est juste un déficit de démocratie et ils nous ont fourrés dans une espèce de routine démocratique électoraliste où chaque 5 ans, on doit faire des élections qui coûtent extrêmement cher pour valider des dirigeants qu'auront déjà cooptés. Ils les font valider par la population congolaise et ces dirigeants n'ont pas de compte à rendre à la population congolaise, mais plutôt à ceux qui les ont placés au pouvoir. Donc, du coup, chaque 5 ans, on revient toujours avec cette histoire des élections, mais la situation du pays, elle, ne change pas. Quelle est cette situation? C'est un des pays, d'ailleurs le pays le plus riche du monde, potentiellement, avec la population qui fait partie du top 5 des populations les plus pauvres du monde. C'est déjà un paradoxe. Nous sommes dans un pays où, depuis 25 ans, on a supprimé l'équivalent de toute la population belge, de toute la population suisse, sans que le monde s'en offusque.
parce qu'il y a entre 10 et 12 millions de morts. La Belgique, c'est 10 millions de personnes. Le Rwanda, c'est 11 millions de personnes. Le Burundi, c'est un peu plus de 11 millions de personnes. Imaginez-vous qu'on ait supprimé toute la population de la Suisse, toute la population de la Belgique, par exemple, toute la population du Rwanda, toute la population de l'Ouganda, 80% de la Et population disons camerounaise. aussi toute la population du Congo-Brazzaville, d'accord. Alors tout à l'heure, on reviendra sur le financement de cette élection et son organisation. Mais il y a un candidat, et puis tout à l'heure, on va comprendre lesquels candidats, en fait, sont les favoris dans pour cette élection. Alors, il y a un candidat qui a dit, il s'agit bien sûr de Moïse Katumbi, c'est ça, qui a promis, en fait, trouver la solution à la question du M23. Une promesse tenable. Avant de répondre à cette question, je répondrai maintenant à la première question que je vais préciser par rapport aux élections. J'ai dit qu'on naviguait à vue. Pourquoi naviguons-nous à vue? Bon, vous savez, en 2006, lorsqu'on a fait les élections, alias Joseph Kabila contre Jean-Pierre Bemba, ça avait coûté 500 millions de dollars. Là, on était en train de mettre en place toute l'infrastructure électorale. En 2011, Étienne Tshisekedi contre principalement, il y avait d'autres candidats, mais je parle de deux gros challengers. En 2011, c'était Étienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président, toujours contre alias Joseph Kabila. Au lieu de coûter moins cher parce qu'on avait déjà les ordinateurs, les logiciels, les urnes, les bureaux, tout ce que vous voulez, les véhicules, on avait tout, toute l'infrastructure. Il ne restait plus que ce qu'on peut appeler des consommables. Curieusement, ça va coûter encore un peu plus cher, 750 millions de dollars. On ne nous explique pas que en 2011, pour les élections togolaises, on avait loué du matériel à la CENI, Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Tout ça, on ne nous explique pas. Bon, donc, en 2018, c'était à peu près 750 millions de dollars. Mais curieusement, alors que la CENI a toute la base, comme je l'ai dit, les bureaux, les urnes, les véhicules, les ordinateurs, les kits électoraux, alors que la CENI a tout cela, Denis Kadima, l'actuel président, va brandir une facture de 1 milliard 200 millions de dollars pour organiser les élections. Et pourtant, le nombre d'électeurs n'a pas vraiment changé. Ça tourne toujours autour de 44 millions d'électeurs. Oui, Donc, mais quelle explication donne-t-il à cette augmentation? ben, aucune explication. C'est une mafia au pouvoir. Partout, ils peuvent se faire de l'argent. En tout cas, les Congo, ces derniers temps, lorsque on a une petite parcelle de pouvoir où on peut sortir un peu de l'argent, la surfacturation, c'est la règle. Ne pas surfacturer, c'est un péché. Il y a des gens qui se suicideraient parce qu'ils n'ont pas surfacturé. Donc là, on est à 1 milliard 200 millions. Bon, il nous dit que le gouvernement a déjà décaissé 800 millions de dollars. Donc, Il y a un déficit de 400 millions, oui. oui, aux dernières nouvelles, donc ils ont décaissé encore 100 millions, donc ça fait 900 millions. Donc il manque, à 2 semaines des élections, il manque 300 millions de dollars. Donc si on suit leur logique, donc il manque de l'argent. Je ne sais pas comment ils vont faire. Le président de la République avait dit dans une interview sur France 24 qu'ils vont les débourser petit à petit jusqu'au jour de l'élection. Mais le jour de l'élection, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est toujours sur le plan logistique. Ils ont commandé du matériel en Chine pendant que les matériels des élections passées commandés en Corée existent. Et ces matériels, en tout cas, jusqu'à ma connaissance, jusqu'il y a 48 heures, les matériels commandés en Chine n'étaient pas encore arrivés au Congo. Ils avaient une partie du matériel qu'ils ont essayé de déployer dans certaines régions, mais il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de route. Je ne sais pas comment ils vont faire en 10 jours pour organiser un pont aérien depuis la Chine, ramener tous ces matériels et commencer à les déployer, les programmer, les déployer un peu partout dans le pays, tout en sachant que c'est un des pays qui a le plus gros potentiel hydroélectrique au monde, mais dont l'accès à l'électricité est parmi les moins élevés au monde. Bon, certaines sources parlent de 6% de la population accès à l'électricité, et même ils ont prétendu 20%, mais je sais que c'est faux. C'est moins de 10%. Je ne sais pas comment ils vont faire pour fournir des batteries, des groupes électrogènes et tout ça. Donc, enfin, Oui, mais bref. évidemment, dans tous les cas, après, il y aura aussi une phase de test parce qu'il faut tester ce matériel s'il fonctionne. Alors, le temps, il est très court. Est-ce que vous êtes en train de dire, comme vous l'avez déjà annoncé d'entrée de jeu, que finalement, cette élection, soit on va la reporter,
ou ils iront comme ça avec toutes ces Je peux imperfections? dire avec certitude qu'une chose est sûre. Tenir les élections le 20 décembre 2023, c'est éminemment hypothétique. Très hypothétique. Parce qu'au-delà de la question logistique, il y a des problèmes juridiques. Denis Kadima a été contesté. Ils l'ont imposé. Ils ont dit que lui, c'était un expert parce qu'il a observé 2-3 élections. Alors, on a prétendu que c'était un expert. Or, la CENI, c'est une organisation administrative. On a besoin de quelqu'un qui a des compétences sur la gestion de pareilles structures et non d'un observateur qui n'a des compétences, je vais dire, électoralistes. Entre guillemets, électoralistes. Bon, on l'a mis. Qu'est-ce qui se passe? Il a utilisé de l'encre thermique pour fabriquer des cartes d'électeurs. Donc, du coup, toutes les cartes d'électeurs qu'il avait produites, ce sont Denis Kadima ou la CENI qu'elle avait produite, se sont effacées. Et comme au Congo, depuis 25 ans, il n'y a pas de pièce d'identité, si vous envoyez à quelqu'un de l'argent par messagerie financière que vous connaissez, sans faire de la pub, il ne peut pas récupérer cet argent parce que ni les écritures ni la photo ne sont visibles. Donc, du coup, les cartes d'électeurs sont caduques et nulles. Donc, il faut aller réclamer un duplicata. Mais lorsque les gens vont réclamer des duplicata, qu'est-ce qu'on leur fait? On les enrôle de nouveau. Donc, du coup, on veut nous faire croire qu'on va enrôler des millions de gens jusqu'au 20 décembre. L'autre problème, la loi électorale impose des délais, des dates qui sont constitutionnelles. Rien n'a été respecté. On n'a pas la cartographie des bureaux de vote. On n'a pas encore affiché les listes électorales. On ne connaît pas tous les candidats. Du moins, pour la présidentielle, c'est connu, mais au niveau des législatives, parce que les élections sont combinées. Nous avons 26 candidats au C'est-à-dire, départ. jusque-là, le corps électoral n'est pas connu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, le corps électoral n'est pas connu, les bureaux de vote ne sont pas connus. Il y a un galimatias indescriptible. Et sans compter que côté présidentiel, on a 26 candidats pour un poste, mais côté législatif, on a 36 000 candidats pour 500 postes. 36 000 candidats pour 500 postes. Et Comment qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement-là? Pourquoi 36 000 candidats pour... Ben, attendez, c'est c'est simple. C'est simple. La politique, c'est le seul moyen qui reste aux Congolais pour s'enrichir. Et un député, figurez-vous, congolais, touche salaire de base fixe 21 000 dollars. Là où les militaires ont entre 60 et 80 dollars. Il va aller mourir en guerre. Et les députés qui ne votent aucune loi, qui dorment au palais du peuple, dont le rôle c'est d'applaudir le président de la République et de vendre des chemises venues de Chine en pleine session parlementaire. Lui, il a 21 000 dollars de salaire par mois. Là, je parle de salaire fixe. 21 000 dollars par mois. Oui. Et il y a à côté ce que eux-mêmes, les députés, appellent les invisibles. Donc, il y a une rubrique dans leur salaire, c'est-à-dire des primes, qu'on appelle invisibles. Vous êtes député représentant du peuple. Vous acceptez que dans votre salaire, il y ait une rubrique qu'on appelle les invisibles. Et dans les invisibles, c'est de la corruption, c'est des primes pour voter telle loi, ne pas interpeller tel ministre. Et il y a un député qui a dit que lui ne se contente que de ces 21 000 dollars. Mais il en connaît qui ont jusqu'à 50 000 dollars par mois. Et les 3/4 des députés, c'est des personnes qui n'ont que 2 bras pour applaudir certaines personnes. J'aurais envie, si je n'étais pas bien éduqué, de dire que un tiers des députés, c'est des ignares, des anciens voleurs en Finalement, Europe. on a autant d'argent en RDC et la situation sociale, à dire, des populations demeure précaire, sinon désormais évolue de mal en pis. Comment expliquer cela? 65% du budget du Congo est consacré à l'entretien du train de vie de l'État et 35% pour 115 millions de personnes pour un territoire de 2 345 409 km². L'ancien président a 680 000 dollars par mois. Et si, selon la loi budgétaire, le salaire de l'ancien président est le 1/3 du salaire de l'ancien président, donc le nouveau président a plus de 2 millions de dollars par mois.
Sans compter qu'aux députés, on leur a donné une Jeep coréenne, le Hyundai La Palisade, qui coûte 33 000 $. Donc, ils ont, oui, mais qui coûte ouais, autour de 30 000 $. Enfin bref, ils ont sorti 35 millions de dollars pour leur fournir de véhicules SUV. C'est de la corruption. Ça ne se justifie pas. Ils avaient dit que c'était un crédit, mais au final, l'exécutif leur a donné ces cadeaux pour qu'ils n'emmerdent pas l'exécutif, et on a vu les résultats. Donc, du coup, tout le monde s'est dit que, bon, si eux peuvent se faire au show minimum 21 000 $ par mois, pourquoi pas nous? Regardez sur les 36 000 candidats. Je ne suis pas en train de faire de jugement de valeur sur les gens. Nous qui sommes ici, la seule petite chance qu'on a eue, c'est peut-être de faire des études, mais on n'est pas, il n'y a pas un être humain qui envoie un autre parce qu'il aurait fait des études. Ça, je suis d'accord. Mais quand je regarde la liste des députés, j'ai envie de pleurer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous trouvez tout. C'est un ramassis. Il y a des anciens, je ne sais pas moi, des atalakou dans des groupes musicaux, des anciens, je ne sais pas moi, vendeurs de cacahuètes. Il y a des gens qui savent à peine écrire parlement. C'est juste un ramassis. C'est juste la personne s'est dit, bon, dans la famille, on se cotise, est-ce qu'on peut avoir la caution? Bon, pour le président, c'est 100 000 $, pour les députés, je crois 3 000 $. Je peux avoir les cautions, vous partez voir un politicien, écoutez, grand frère, moi, je vais vous applaudir matin, midi, soir. Je vais même laver et faire la vaisselle chez vous, lécher les bottes, vraiment, vous me mettez sur votre liste. Bon, c'est devenu, en fait, farfelu. Des fois, quand moi-même, je regarde, ah, lui aussi, candidat député. Bon, ben, c'est comme ça. La République démocratique du Congo. On a le peuple qu'on a. On va avoir des représentants du peuple. On sait que dans certains pays comme la Suisse, on voit des syndicalistes, des agriculteurs qui ont du métier. Ils connaissent leur métier, ils sont au Parlement. Mais même en Suisse, on ne va pas aller ramasser un SDF ou un chômeur ou un ancien repris de justice ou, je ne sais pas moi, un ancien voleur ou une prostituée. Bon, on dit, bon, voilà. Alors, donc, finalement, c'est la foire, Kérine, allez-y, c'est la foire, quoi. pardon, Kérine Maïzo, vous êtes en train de nous dire que finalement, les élections au Congo, Kinshasa, à la RDC, c'est une affaire d'argent, les gens qui veulent se faire les poches. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais toute la classe politique, je n'ai même pas terminé, si les députés touchent 21 000, les présidents de la République, là où Mobutu s'est contenté de 100 conseillers, lui, il en a un peu plus de 1200. Ils ont rang des premiers ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des secrétaires d'État, selon qu'on est conseiller principal ou conseiller simple. Le salaire, ça va de 30 000 à 18 000 $ par mois. C'est reconnu par la Constitution, c'est ça? Non, c'est dans la loi budgétaire. C'est public. Tout ce que j'ai dit, c'est public et vérifiable dans la loi budgétaire. Et nous parlons, là, on parle de ce qu'ils appellent visible. On ne parle même pas d'invisible. On ne parle même pas du train de vie, de tout ce qui est à côté, appartements, véhicules, de tout ce qui est à côté. Ils siphonnent. Les voyages compris, bien entendu. Ouais, alors, ils siphonnent tous les budgets de l'État. Donc, du coup, maintenant, certains candidats prétendent qu'ils vont venir changer tout cela. Bon, sur les 26 000 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 4 qui sortent du lot. Félix Tshisekedi, le président sortant. Martin Fayoulou, victime de la fraude électorale dont Félix Tshisekedi est le receleur des élections passées. Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et prix Sakharov. Et Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, qui a été de tous les coups les 25 dernières années en République démocratique du Congo. Ce sont les 4 qui sortent du lot. Alors, parmi les 4, selon vous, qui est favori à cette élection? C'est difficile à dire parce que d'un côté, nous avons le président sortant qui a à la fois un avantage et un désavantage. L'avantage du président sortant, c'est qu'il utilise les moyens de l'État et qu'il a des moyens énormissimes pour battre campagne. Pendant que les pays n'ont même plus d'avion. Pour voyager d'une ville à une autre, il faut un visa parce que pour aller, par exemple, de Kinshasa à Lubumbashi, il faut utiliser Ethiopian Airways, donc du coup, il faut prendre un visa, passer par Addis Abeba pour revenir à Lubumbashi, ou prendre Kenya Airways pour aller à Goma, avec un visa, au Congo. Bon, lui, il a des avions, il a des moyens colossaux, il a les moyens de l'État, il a la télévision nationale, tout le monde est à son service. Ça, c'est son avantage. Même si c'est indu, moi, je constate, c'est factuel, c'est un avantage. Les désavantages du président sortant, c'est qu'il doit défendre
un bilan. Or, son bilan est catastrophique. Parce Oui, mais que, là, il tient, pendant sa campagne, il est en train de tenir un discours nationaliste. Est-ce que ce n'est pas un discours tenable? on lui demande un bilan. On ne lui demande pas qui est congolais, qui ne l'est pas, comment on doit aimer les Congos. Non, 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 non. Son problème à lui, c'est, monsieur, en matière de sécurité, quel est votre bilan? En matière de justice, quel est votre bilan? En matière d'indice de développement humain, quel est votre bilan? En matière de croissance économique, quel est votre bilan? En matière de redistribution, quel est votre bilan? Sur le plan sécuritaire, c'est que les Congolais désirent ardemment. Le bilan est catastrophique. Lui-même, il a dit sur France 24 que les élections n'auront pas lieu à Rutshuru et à Massissi. Pourquoi? Parce que les M23 s'y trouvent. Mais il a oublié de préciser que l'ancien ministre de l'Intérieur, décentralisation et intégration africaine, Azarias Rouberois, citoyen rwandais devenu congolais par un tour de passe-passe magique, il avait créé illégalement, en contournant la loi, une commune de Minembwe dans le Kivu qui est plus grand que le Rwanda. Dans cette commune-là, les citoyens d'ascendance rwandaise font ce qu'ils veulent, c'est leur république indépendante. Donc, nous avons Massissi, Rutshuru, Minembwe, tout autour de Kinshasa en face de Brazzaville, Kwamount. Le numéro 2 du pays, le président du Parlement dit que nous avons perdu le contrôle même du fleuve. Il y a une partie là que l'Angola avait pris, les Kayemba. Dans toutes ces parties, il n'y aura pas d'élection, il y a la guerre, il y a 12 millions de morts, il y a à peu près 3 millions de déplacés, de 3 à 7 millions de déplacés internes. Donc, on va nous dire, ah non, j'ai été président pendant 5 ans, mais sur le plan sécuritaire, le bilan, il est nul. Sur le plan justice. Attendez, avant que vous n'avanciez, puisque vous parlez déjà du plan sécuritaire, il faut peut-être relever que c'est ce que j'ai lu hein, sur, bien sûr, j'allais dire, sur les pages officielles, que Félix Tshisekedi s'est payé finalement les mercenaires étrangers, notamment français, pour assurer sa sécurité. Ma question était de savoir, est-ce pour dire qu'il n'a plus confiance en l'armée congolaise, c'est-à-dire au FARDC? Oui. Alors, pour ne pas faire perdre nos web téléspectateurs, j'étais en train de brosser le procès des 4 candidats. J'étais encore sur Félix Tshisekedi. Donc là, on fait des développements qui est sur lui et après, je reviendrai sur Katumbi, Mukwege et Fayulu. Alors, je vous en prie. Votre information, elle n'est pas fausse. C'est lui-même qui l'a dit sur France 24. Il a dit qu'il a appelé une société de mercenaires roumaine et française pour venir lui donner un coup de main. Ils sont plus d'1 millier. Sauf qu'il le disait devant des journalistes français, France 24, c'est la chaîne du Quai d'Orsay. Si c'était Wagner, on allait entendre des cris d'orfraie. Or là, on découvre que les Français aussi ont des sociétés de sécurité comme Wagner, mais eux, c'est des saints, en fait. Les Roumains, c'est l'Union européenne, eux, c'est des saints. Si c'était Wagner, là, on allait nous dire, ah ben ouais, le monde s'arrête. Bon, voilà, donc il a avoué. Mais tout ça, c'est de la distraction. Ce qu'on a demandé à Félix Tshisekedi, c'était, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, de fermer la frontière avec le Rwanda, de rompre tous les accords de libre-échange qu'il y a entre le Congo et le Rwanda et de faire une déclaration de guerre conformément à l'article, je crois, 88 de la Constitution. Il n'a pas fait tout cela, il n'a pas réformé l'armée, il n'a pas rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda, il n'a pas fermé la frontière, il n'a pas fait une déclaration de guerre, il écrit partout à qui veut l'entendre que nous sommes agressés par les Rwandais, mais il continue de coopérer avec les Rwandais. Il ne veut pas réformer l'armée qui est infiltrée par des officiers rwandais. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène l'EAC, où derrière, il y a encore les Rwandais, les agresseurs, en fait, les Ougandais et tout ça. Il veut ramener la SADC qui a des intérêts antagonistes au Congo et il veut chasser la MONUSCO qui devient un témoin gênant. Et curieusement, il ramène des mercenaires extérieurs qui, pour faire je ne sais quoi, bon, ils sont là. Peut-être pour... Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu une relation particulière entre l'UDPS et le Rwanda, c'est ça? Ben, il y a une relation particulière entre l'UDPS et le Rwanda. Parce que lorsque le Rwanda a agressé le Congo, par l'AFDEL interposé, les Congolais voulaient résister en se disant, nous ne voulons pas de Mobutu, mais l'AFDEL c'est des Rwandais, nous allons résister. Qui a dit aux Congolais de ne pas résister et d'accueillir ces gens parce que c'est nos frères? C'était Étienne Tshisekedi Wamulumba, le papa de l'actuel président, membre de l'UDPS. Lorsque l'AFDEL arrive, accueilli partout au Congo
par les gens de l'UDPS, dont la plupart sont originaires de la province du Kasaï. Parce que c'était devenu une affaire régionaliste et tribale. Donc, ils accueillent l'UDPS. Laurent Désiré Kabila refuse de le nommer Premier ministre. Il va entrer en dissidence. Lorsqu'en 1998, la deuxième guerre du Congo éclate parce que Laurent Désiré Kabila a demandé aux Rwandais, aux Ougandais et aux Burundais de rentrer chez eux et qu'eux, ils ont refusé. La deuxième guerre du Congo commence avec le pseudo-mouvement. Le faux-né du Rwanda, c'était les RCD Goma à l'époque, et le faux-né de l'Ouganda, c'est les MLC de Jean-Pierre Bemba. Ils réagressent le Congo. Lorsqu'ils ont fini d'agresser le Congo, il y a eu des accords de Lusaka, on est allé négocier la reddition de l'armée congolaise. On amène les Congolais en Afrique du Sud, on amène les Congolais en Afrique du Sud pour aller dialoguer avec leurs vainqueurs. Et ils ont appelé ce dialogue pompeusement dialogue intercongolais de San City. Ce n'était pas un dialogue intercongolais. C'était pas un dialogue intercongolais. C'était un dialogue de reddition entre les Congolais et les Rwandais. Et dans ce dialogue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concocté une constitution de belligérance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que la constitution est censée être un contrat social entre les nationaux. Mais eux, ils vont faire une constitution de belligérants avec 2 articles là-dedans. L'article 10 qui dit que, bon, enfin bref, qui élimine tout le bloc de constitutionnalité du Congo sur la nationalité. Avant, pour être Congolais, il fallait être issu, avoir une ascendance de gens dont la tribu et la terre appartenaient au Congo. Maintenant, on est Congolais, bon, si on était là en 1960. Enfin bref, pour emprunter un raccourci, l'article 10 dit que tous les Rwandais peuvent devenir Congolais. Globalement, c'est ça. Et l'article... On va probablement revenir sur ce sujet tout à l'heure. Alors, non, je fais juste une petite précision. Permettez-moi de faire juste une petite précision. Juste une petite précision, c'est important pour comprendre certaines choses. Et l'article 217 qui dit que le Congo peut céder une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. C'est-à-dire, ils deviennent Congolais par l'article 10, ils récupèrent une partie du territoire par l'article 217. Pourquoi doivent-ils les récupérer? Parce qu'il y a un autre article dont j'oublie le numéro qui dit que la constitution congolaise protège les minorités. Or, au Congo, on est 450 ethnies. Il n'y a pas une ethnie minoritaire. Le Congo protège une minorité. Est-ce que les Rwandais, c'est une minorité au Congo? Ça, on ne le sait pas. Donc, Tshisekedi, au dialogue intercongolais, il va valider tout cela. Et quand il y a eu du grabuge entre lui et l'envoyé spécial de la société civile, Zaïdi Ngoma, qui est devenu vice-président à sa place, il va aller signer l'accord pour la sauvegarde du dialogue, accord pour au Rwanda. C'est là où les liens entre l'UDPS et les Rwandais ont été scellés, que les fils continuent de perpétuer ce que son père a signé. Quand l'armée rwandaise et ougandaise ont détruit la ville de Kisangani, Tshisekedi est allé parader devant ces troupes étrangères qui venaient de détruire son propre pays. Donc son fils continue avec cette affaire, ce qui justifie que quand Étienne Tshisekedi est décédé, Kagame est venu lui rendre hommage au stade des martyrs de Kinshasa avec des militants de l'UDPS qui chantaient Yonani, Oboya Kagame. Qui es-tu pour ne pas accepter Kagame? Ils l'ont chanté. Donc du coup, il va nous dire qu'il a un problème avec le Rwanda. S'il est arrivé au pouvoir, Kagame avait validé qu'il soit au pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui, là, pendant qu'on fait l'émission, le Congo est censé être en guerre avec le Rwanda. Expliquez-moi techniquement pourquoi Félix Tshisekedi ne rompt-il pas les relations diplomatiques avec le Rwanda? Expliquez-moi techniquement pourquoi Félix Tshisekedi ne ferme pas la frontière avec le Rwanda? Expliquez-moi techniquement pourquoi les marchandises, les biens rwandais continuent d'entrer sur le territoire rwandais sans douane et que les douaniers congolais et rwandais travaillent dans un même bâtiment à Goma, dans l'endroit qu'on appelle la Grande Barrière. Expliquez-moi pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas la déclaration de guerre. Si ce n'est de la Alors, tout à l'heure, on va probablement comprendre l'influence du Rwanda sur cette élection prochaine, l'élection du 20 décembre 2023, si jamais elle a lieu, bien entendu. Alors, revenons sur les 4 candidats, les principaux, bien entendu. Vous les avez cités tout à l'heure, Moïse Katumbi, vous avez parlé de Mukwege, Denis Mukwege, et puis l'autre. Voilà. Alors, les forces, d'abord, on va parler un peu de leurs points forts. Et ensuite, les points faibles de ces candidats. Bon, comme on a déjà brossé et les points forts et les points faibles du président Félix Tshisekedi, point fort, il a des moyens de l'État, il a beaucoup d'argent.
Point faible, c'est un président sortant, il doit défendre un bilan. Or, le bilan est très maigre. Bon, maintenant, on va prendre Denis Mukwege. Denis Mukwege, point fort, professeur d'université, donc il est professeur de médecine, il est médecin célèbre, il est pasteur dans un pays à majorité chrétienne, il est prix Nobel de la paix, prix Sakharov, donc côté société civile, il a un carnet d'adresses long comme les bras, et sur le plan politique, il est vierge. Ça, c'est sa force. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a jamais géré une entité administrative, à part son ONG, hein, qui gère l'hôpital de Panzi. Mais on ne peut pas dire qu'il a déjà été en contact avec la gestion de la res publica, du bien public. Donc, du coup, ça peut être considéré comme de l'inexpérience et ça peut être une faiblesse. Martin Fayoulou, point fort, diplômé, a fait des études en France, à l'université de Créteil, Dauphine, ensuite en Grande-Bretagne, et il a fini à San Francisco. Carrière brillante dans le privé, une carrière brillante dans le privé, notamment chez Mobile Oil, où il a été directeur régional, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Et au Congo, c'est un entrepreneur, il a son hôtel, il a des choses. Et puis, ses enfants, ben vraiment, c'est, voilà. Il y en a même qui a une success story aux États-Unis. Donc ça, Et sur le plan politique, qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut-on retenir de Martin Fayoulou sur le plan politique? Il a son parti politique, les idées qui fonctionnent tant bien que mal. Bah, il a été président élu en 2018, mais n'a pas pu gérer parce qu'on lui a volé son élection. Il draine quand même une base électorale assez solide et il a réussi à transcender toutes les provinces. Donc, du coup, on retrouve sa base électorale un peu partout. Il peut utiliser cela comme une force. Donc, il a une base électorale. Sa faiblesse, c'est qu'il apparaît toujours comme les challengers. Il souffre du... Comment? Il y a un nom qu'on appelle ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que il est là, mais certaines personnes ont comme l'impression que c'est un imposteur. Pourquoi? Parce que la politique au Congo est gérée par 200 familles depuis l'époque coloniale. Ils ont formé une espèce de club et ils n'acceptent pas que d'autres personnes viennent rejoindre le club. Or, Martin Fayoulou est né en Djili, quartier populaire. C'est un fils de pauvres. C'est un self-made man. Il n'a pas un nom. Et dans ces clubs-là, les autres feront une coalition pour que ce qu'on appelle Banacité, c'est de la cité, des quartiers populaires, n'accèdent pas au pouvoir. Donc, il a toujours été un peu à la marge. C'est quelqu'un venu d'Ndjili qui est arrivé haut et qui veut détrôner Sedema campagne de la Gombe, des quartiers huppés de Kinshasa. C'est un peu ça le syndrome de l'imposteur dont il souffre. Et le dernier, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, oui. Lui, côté point fort, il a beaucoup d'argent, parce que l'élection au Congo, c'est une affaire d'argent. Il a un carnet d'adresses long comme le bras. Il est soutenu par certains milieux financiers internationaux. Son papa est européen parce que son papa est un grec de confession juive, bien que la judaïté se transmet par la mère, mais lui commence à prétendre, vous savez, ah non, ah Israël, tout ça, mais oui, mais sa mère, c'est pas sa mère qui est juive, c'est son père qui est juif, et la judaïté ne se transmet pas par les pères. Bon, enfin bref. Son papa est un israélo-gréco-italien, et sa mère serait soit congolaise, soit zambienne. Bon. Pourquoi vous dites serait? Là, vous êtes au conditionnel. Je suis au conditionnel parce que son propre frère, Katebe Katoto, qui est un homme assez riche, avait déclaré que lui, son papa, sa maman est Mouloubakat, leur papa c'est M. Soriano, sa maman est Mouloubakat, mais la maman de son petit frère, c'est une Lunda zambienne. Son propre frère. Lui, il est ni. Mais certains membres de sa famille qui meurent, par exemple, son frère, il a été enterré en Zambie. À une époque, il a vécu en Zambie, il avait même épousé la petite sœur du président Chiluba à l'époque. Bon, après, sur un tour de passe-passe magique, il est revenu au Congo, recherché par la Zambie. Il y avait même, pour une affaire de détournement d'argent, il y avait même un mandat d'arrêt international contre lui, lancé par son pays, la Zambie. Bon, il s'est retrouvé, grâce à son ami Joseph Kabila, gouverneur du Katanga, et bon, il est congolais. Est-ce que par rapport, par rapport à sa posture, cela est incompatible à la candidature à la magistrature suprême en RDC?
Si la Cour constitutionnelle faisait son travail pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être d'origine congolaise. Sauf que Alors, juridiquement, de la plus Cour en plus, constitutionnelle a validé sa candidature, donc on estime que sur ce plan, le débat est clos. et c'est ce qui constitue aussi sa faiblesse ou ses faiblesses, c'est ça? Oui, mais parce qu'on l'attaque beaucoup sur ça, on l'attaque beaucoup sur le fait qu'il soit pas congolais, mais on l'attaque beaucoup plus sur le fait que parmi les candidats, il y a certains qu'on accuse d'être les candidats de l'étranger. Quand on dit les candidats de l'étranger, cela veut dire pas qu'on est étranger, mais qu'on est les candidats des multinationales qui veulent balkaniser les pays, qui veulent piller les pays, qui ne voient les pays qu'en termes de mines. Ah, mais c'est une mine à ciel ouvert, le Congo. Et si on vous colle l'étiquette supposée ou réelle de candidat de l'étranger, ce qui veut dire le candidat des multinationales, c'est vraiment un boulet difficile à faire sauter. Alors, Félix Tshisekedi l'accuse d'être le candidat de l'étranger. À une époque, on a accusé aussi le docteur Mukwege d'être le candidat de l'étranger parce que pendant ce périple mondial, il a des photos avec Tony Blair, Bill Clinton, tous ces fossoyeurs du Congo. Il avait des photos avec eux. Bon, on l'accuse aussi d'être candidat de l'étranger, d'autant plus qu'il a le prix Sakharov de l'Union européenne. Lui aussi, on l'accuse d'être candidat de l'étranger, à part l'accuser par certains milieux d'avoir peut-être un des parents qui serait venu, peut-être du Burundi. Bon, ça, c'est des débats qui existent. À une époque, on a commencé aussi à attaquer sur les femmes. Bon, Martin Fayoul, on n'en parle pas trop, sa femme est camerounaise, mais une camerounaise Betty, donc Bantou. Ça passe encore. Tandis que Moïse Katumbi, sa femme est Tutsi, burundo-rwandaise. Là, ça devient très difficile. Donc, du coup, la tendance, c'est que chacun montre sa femme. Sauf qu'il y a certains milieux au Congo qui accusent aussi Mme Tshisekedi d'être rwandaise. En attendant, lui-même, Tshisekedi... Qui accuse Madame Tshisekedi d'être rwandaise ou elle est rwandaise? Ben, on l'accuse d'être rwandaise, elle est du Kivu. Bon, elle dit qu'elle est du Kivu de l'ethnie Moshi. Mais il y a certains faits troublants qui méritent d'être éclaircis, qui n'ont jamais été éclaircis. Donc, on va considérer juridiquement qu'elle est congolaise. Kerry de Maïzo, nous savons également que les relations internationales, c'est un problème de rapport de force. On a entendu dire, et c'est une question que je vous ai posée depuis là, que j'attends d'ailleurs la réponse, c'est que Moïse Katumbi, dont on fait état tout à l'heure, vous avez essayé un peu de décliner un peu ce qu'il est. Alors, il a dit, je viens trouver une solution à la question du M23. Et je vous posais la question de savoir si cette promesse est tenable. Tenable, oui et non à la fois. Comment on tient cette promesse? Il suffit de savoir qui agresse les Congo. C'est les Rwandais. Il suffit d'aller à Kigali, d'accepter toutes les conditions de Kagame. C'est-à-dire de faire du Kivu un arrière-cour du Rwanda où le Rwanda peut se servir comme il veut. Et vous aurez une Pax Rwandana ou une Pax Americana ou une Pax Rwandana, la paix des Rwandais. C'est-à-dire que vous leur donnez tout et ils vont vous donner un semblant de paix. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait au début, lorsqu'il leur a tout donné, les Kivu, les ciels congolais avec Rwandais, qui pouvaient desservir à l'international sans accord Open Sky les Congo à l'étranger. Rwandais pouvaient décoller de Kinshasa et jusque je ne sais pas moi où, de Goma sans passer par Kigali. Comme ça, un cadeau, l'exploitation de l'or, ils pouvaient raffiner l'or congolais. Bon, à l'époque, on était en paix. Donc, si Moïse Katumbi est avec Paul Kagame, comme les soupçonnent certaines personnes, il va nous offrir une espèce de Pax Rwandana qui va faire qu'il donne au Rwanda tout et on va avoir une pseudo-paix pendant que le pays continuera à être exploité. Mais les Rwandais ayant le ventre plus gros que sa bouche, aura tendance à l'avaler après. Parce que les Rwandais n'en a jamais assez. On donne les doigts, il prend la main, on donne la main, il prend les bras, on donne les bras et tout le corps y passe. Donc, dans un Et donc, vous ne croyez pas à l'option où Moïse Katumbi, président, reconstitue ou reforme l'armée congolaise et puis, voilà, reconquérir, par exemple, l'Est de la RDC. Ça, cette option ne passe pas chez vous. Cette option est possible, mais il faut voir ce que les gens traînent comme boulet dans le passé pour pouvoir les faire. Est-ce que des alliances qu'ils ont signées avec certaines personnes, ces personnes-là vont leur laisser le temps de réformer l'armée? Est-ce qu'en a-t-il la volonté? Parce que si on a été très proche de Joseph Kabila, si on partage certains secrets,
Les jours de la mort de Laurent Désiré Kabila, on a toujours soupçonné Moïse Katumbi d'avoir été à Kinshasa. Les jours où, alias Joseph Kabila, a trahi l'armée congolaise à Puerto, ce qui lui a valu la colère de son père putatif, Laurent Désiré Kabila, il était avec Moïse Katumbi. Lorsque Katouma Mouanké, le grand argentier katangais, l'ingénieur qui avait signé les contrats avec les Chinois, avait des velléités de prendre le pouvoir au Rwandais, de détrôner Kabila, de prendre le pouvoir, il est mort dans un accident d'avion bizarre. L'avion est parti du Katanga et on soupçonne Katumbi de beaucoup de choses dans cette affaire. Et dans l'avion, il y avait Katouma Mouanké, Matata Mponyo et Raphaël Gonda. Matata Mponyo est devenu Premier ministre. Je confonds souvent Raphaël et Antoine. Je crois que c'est Antoine Gonda. Et Antoine Gonda est devenu ambassadeur itinérant de Joseph Kabila et Katumbi est resté gouverneur du Katanga. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils partagent un secret? Ça, c'est une question. Lorsque le prophète Paul Mukungubila, qui est le cousin germain de Laurent Désiré Kabila, a dit que Joseph Kabila n'est pas leur fils, c'est un Rwandais, et qu'il y a eu une répression terrible contre ces adeptes qui ont été assassinés le 26 décembre à Kinshasa et à Lubumbashi, qui a payé des gens pour traquer les adeptes de Paul Mukungubila Katanga, c'était Moïse Katumbi. Donc il y a beaucoup de cadavres dans les tiroirs qui peuvent rendre hypothétique le fait que Katumbi veille réformer l'armée pour combattre certains pays avec qui il a toujours un peu été en accointance. Dernièrement, on l'avait vu à Kigali, je crois, il y a 2 ans, on l'avait vu à Kigali avec Paul Kagame et Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, le milliardaire soudanais, est très proche de Paul Kagame. Moïse Katumbi a été à une époque proche de Paul Kagame et de Mo Ibrahim. Sa femme est très proche, qui est la fille de l'ancien ambassadeur du Burundi en Belgique, donc membre de l'International Tutsi Power, et burundo-rwandaise très proche de la famille Kagame. Tous ces liens font que on peut exprimer des doutes raisonnables sur la capacité de Katumbi à gêner les intérêts rwandais. Oui, mais on sait également que les nations n'ont que d'intérêts, ils n'ont pas d'amis, donc espérons qu'une fois... Les politiciens n'ont que des intérêts, ils n'ont pas l'amour du pays, et que si l'intérêt de Moïse Katumbi, c'est d'arriver au pouvoir par Paul Kagame, il va privilégier son intérêt que l'intérêt du Congo aussi. Vous êtes en train de nous parler là de l'influence du Rwanda sur cette élection présidentielle, c'est ça? Ah oui, entre autres, parce que un Congo faible, un Congo dirigé par une pacotille, un président Bwana, c'est un Congo qui arrange tous les pays voisins, qui veulent d'un Congo faible, pillable, corvéable à merci. Donc pour le Rwanda, celui qui doit être au pouvoir à Kinshasa doit être validé par lui pour que le système continue. Parce que le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est 50% du budget soutenu par la communauté internationale et 50% pillage des matières premières du Congo. Il suffit qu'on ferme les robinets, les pays s'effondrent. Ils ne produisent rien. Même leur nourriture vient du Congo. Ils ne produisent rien, ils n'ont rien. Mais pourtant, apparemment, le Rwanda... Les services, ça ne va pas fonctionner sans le Congo. Mais pourtant, le Rwanda semble avoir une armée assez dynamique, un peu bien équipée. Oui, mais une armée de mercenaires des États-Unis, entraînée, équipée, financée par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour jouer ce rôle de mercenariat et défendre les intérêts du Rwanda, des États-Unis au Congo, au Sud-Soudan, au Mozambique, au Burundi et un peu partout. C'est une armée de mercenaires. Quand vous bossez pour les États-Unis, ils vous fournissent tous les moyens, y compris la propagande et l'impunité. Lorsque vous provoquez 12 millions de morts, vous avez l'impunité. Alors, quelles sont donc les attentes? Parlons quand même des Congolais, puisque c'est eux qui doivent aller se prononcer aux urnes le 20 décembre 2023, si jamais l'élection a lieu, bien entendu, puisque tout à l'heure, vous avez semblé nous démontrer que c'est quand même, ça devient un peu mitigé. Mais bon, s'il y a élection, ce sont les Congolais qui vont aller se prononcer. Quelles sont réellement les attentes des Congolais? Le profil du candidat qui pourrait, je ne sais pas s'il faut dire, remplacer Félix Tshisekedi ou que les Congolais peuvent encore faire confiance à Félix Tshisekedi. Quelles sont les attentes des Congolais? Première attente, la paix et la sécurité. Un candidat qui va doter les pays d'une armée républicaine, digne de ses noms, une armée dissuasive, une armée qui peut défendre le pays. Première attente,
mais ça c'est l'unanimité presque totale, c'est d'abord la paix et la sécurité. Parce qu'à travers la paix et la sécurité, c'est l'honneur du Congo que l'on retrouve parce que c'est un pays humilié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les progrès économiques. On ne peut pas vivre avec moins de dollars par jour dans un pays pareil, où les gens mangent par délestage à Kinshasa, où l'Internet rame, où l'eau du robinet est sale, où il y a des quartiers, par exemple, dans la capitale, où c'est 2-3 mois, il n'y a pas d'eau. L'électricité, c'est une denrée rare. À l'intérieur du pays, il y a des gens qui n'ont jamais vu l'électricité et qui, des fois, doivent attendre des mois et des mois pour voir quelque chose qui ressemble à de la civilisation. Donc, on a besoin de progrès économique. Ça, ce sont les deux choses. Et la troisième des choses, c'est la justice distributive. Nous avons au pays un phénomène, mais curieux. Nous avons des hommes extrêmement riches et des hommes, disons, nous avons des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Le chemin le plus court entre les paradis et l'enfer se trouve au Congo. Il y a des gens qui ont le même niveau de vie que certaines personnes à Tokyo, à New York. Vous savez, dans les quartiers de la Gombe qu'on appelle la République de la Gombe, où vivent les expatriés et la bourgeoisie comprador. La moyenne du prix des appartements, c'est 5 000 $ par mois, loyer. C'est-à-dire, le quartier de la Gombe est un des quartiers les plus chers au monde avec Tokyo et Luanda en Angola. Et là où on achète un jus d'orange à 30 $, ça coûte 1 € ici chez Lidl en France. 1 €, 1,30 €. Ça coûte à peu près, si vous le mettez en francs congolais, ça va jusqu'à 10, 15. Bon, j'ai même vu du jus, hein, si je me trompe, à moins que ce soit du Photoshop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jus d'orange, plus de 10 $, ça ne se justifie pas. Mais il y a des gens qui achètent. Des gens qui achètent une salade à 30 $. Donc, c'est cette injustice qui doit cesser. Entre un militaire qui va aller se faire trouer la peau au front sans salaire, bon, on lui verse 80 $ de temps en temps si on veut, et un député qui somnole au Parlement qui a 21 000 $, ou un ancien voleur fait main en Europe qui est conseiller à la présidence et qui touche 25 000 $ par mois, qui va au travail à 10 h et à 12 h, il est déjà au centre-ville, dans des restaurants. Ben, le nombre de faits qu'il y a là-bas, ben, ils ont des casiers judiciaires en Belgique et au Canada. Certaines personnes parmi eux, si vous voulez imprimer leur casier judiciaire, vous allez finir toute une rame de papier. Hein. On les connaît. Ah non, c'est public. Et pesanga ya na lingala parce que wana ko masolo abiso na bino. Baninga ba yokate. Tangelo bakombo. Tangelo bakombo. OK. Mais d'accord, donc voilà. Alors, est-ce que on peut penser que quelle implication pourrait avoir le Congo-Brazzaville dans cette élection? Une grande implication. Le Congo-Brazzaville est en danger. Dernièrement, l'Union européenne a envoyé des observateurs que le pouvoir congolais a refusé qu'ils déploient leur appareil de communication pour pouvoir observer les élections si elles auront lieu. Alors, l'Union européenne a retiré ses observateurs. Mais pendant qu'ils étaient à Kinshasa, l'Union européenne a émis un communiqué officiel où elle demandait au Congo-Brazzaville, ils ont signé un accord avec le Congo-Brazzaville pour qu'ils disponibilisent ces aéroports, ces ports, pour évacuer la population européenne en cas de grabuge à Kinshasa. Et c'était un communiqué. Parce qu'il y a un spectre de violence qui. Oui, il y a un spectre de violence. Il y a des candidats qui sont décidés d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas proclamés candidats, qu'il y a fraude électorale et ils ont des milices, ils vont faire la guerre. Certains candidats se sont préparés en conséquence. Et même le pouvoir de Kinshasa aussi s'est préparé en conséquence parce que quand on a dirigé le pays en tribalisant la politique, et du coup, ils ont créé une milice tribale pour pouvoir se défendre en cas de grabuge. Donc, le Congo-Kinshasa va vers... il y a une épée de Damoclès qui est sur le Congo. Ça n'a jamais été aussi proche d'Ukraine. Donc, le Congo, RDC risque d'imploser. Oh, c'est un pays de 110 millions d'habitants. Kinshasa, c'est entre 18 et 15 millions d'habitants. Brazzaville, c'est moins d'1 million d'habitants. Lorsqu'on va monopoliser l'aéroport de Brazza pour évacuer des milliers et des milliers d'Européens, on ne va pas mettre une clôture sur le fleuve pour empêcher des millions de gens de traverser, pour fuir la guerre civile.
Mais et les Congo-Brazza et les Gabon, mais ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Le danger, il est à ces niveaux-là. Et certaines personnes qui sont à Brazzaville, prépositionnées pour traverser à Kinshasa, aller donner un coup de main à tel ou tel autre candidat, ben, si ça loupe, le Congo-Brazza sera considéré comme un belligérant. Et on se rappelle encore de l'époque de la guerre Lissouba, Denis Sassou Nguesso ou des obus tombés à Kinshasa. Cette fois-ci, ça sera peut-être la guerre Félix Tshisekedi Moïse Katumbi ou Félix Tshisekedi alias Joseph Kabila, qui n'a rien dit, qui a demandé à ces gens de ne pas participer à ces élections. Mais au fait, on n'a pas fait état de ça. Pourquoi est-ce que Joseph Kabila ne s'est pas présenté? Parce qu'il est en train de gérer ses affaires calmement. Il était parti au Katanga avec le monseigneur Fulgence Moukeba de l'archidiocèse de Lubumbashi, où ils avaient fait une réconciliation entre Katangais. Donc du coup, du moment que lui et Moïse Katumbi se sont réconciliés, il apparaît clairement que Moïse Katumbi, c'est le candidat des Katangais et pseudo-Katangais, donc les candidats de Joseph Kabila. Donc, il roule pour lui. Et parce que si Joseph Kabila craignait quoi que ce soit au Congo, son petit frère a construit le plus grand complexe hôtelier, Zoé Kabila, à Mwanda, dans le façade atlantique du pays. Lui-même, alias Joseph Kabila, avec son faux-né, Harish Jaktani l'Indien. Ils ont l'immeuble Tikkun à Kinshasa, ils ont les tours jumelles de Kinshasa, où les appartements coûtent mais extrêmement cher. Il a le ranch de Kingakati, qui est aussi une zone touristique. Ben, les ranges de Kingakati, ça fait 32 km de long. Là-dedans, il y a tout, des restaurants, il y a un parc, un gros, il y a tout là-dedans, il y a un aéroport. C'est juste à côté de Kinshasa. Il a le range de Chamata au Katanga. Il a beaucoup d'investissements. Vous pensez que quelqu'un qui craint quelque chose peut continuer à investir dans un pays où il est menacé d'arrestation, où ses affaires peuvent être nationalisées? Donc, s'il est tranquille, il se promène, il se comporte en gentleman farmer, il sait qu'il a son candidat. Les mandats passés, il a eu Félix Tshisekedi. Ces mandats-ci, il risque d'avoir Moïse Katumbi. Un fait révélateur, l'ancien premier ministre de Joseph Kabila, son chouchou, le chouchou de la communauté financière internationale, a rejoint Moïse Katumbi. Franck Djongo a rejoint Moïse Katumbi. Deli Sanga, un ancien du RCD Goma, qui est un homme mais vraiment brillant, qui a été avec Kabila à l'époque. Lui aussi, il a rejoint Moïse Katumbi. Toutes les personnes là un peu proches de Kabila qui rejoignent Katumbi, c'est des indices qui témoignent qu'il y a une coalition entre Kabila et Katumbi, et ça ne m'étonnerait pas que Félix Tshisekedi soit dans cette coalition parce que ils avaient signé un accord, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, où ils ont fait un pacte public, pas Sinayo, pas Sinangaï. Félix Tshisekedi a été président, Vital Kamerhe est discrédité. Maintenant, ça sera peut-être le tour de Moïse Katumbi. Et un peu plus tard, quand il sera réhabilité, ça risque d'être le tour de Vital Kamerhe. Les trois sont liés d'une manière ou d'une autre à Joseph Kabila, qui est lié à Paul Kagame, et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée, c'est aussi pratiquement la fin de cette émission. Je vais donc vous poser une dernière question et donc la réponse comptera évidemment pour le mot de la fin. Pourquoi donc Kinshasa a refusé l'observation de ces élections par l'Union européenne? La raison officielle, c'était que l'Union européenne avait dit qu'ils publieraient les résultats à partir des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer les résultats directement à l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas fraude. Et ils trouvent que c'est une violation de la souveraineté. Il n'y a que la CENI qui est habilitée à publier les résultats. Or, la CENI travaille beaucoup plus pour organiser une fraude électorale que pour organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, du coup, avoir un observateur un peu trop regardant et qui menace de publier en direct les résultats de l'intérieur du pays, bureau de vote par bureau de vote, avec tout l'équipement de communication qu'ils avaient ramené, Kinshasa a trouvé que l'Union européenne en faisait un peu trop. Il leur a demandé voilà, une fin de non-recevoir et l'Union européenne s'est retirée. C'est ça la vraie raison. Mais c'est ce qu'aussi l'Église catholique et protestante veulent faire avec leurs observateurs. Ils menacent d'avoir des observateurs dans tous les bureaux, d'avoir des moyens de communication, des téléphones portables et de communiquer les résultats en direct
pour empêcher la CENI de frauder, parce que en cas de fraude, l'Église catholique, donc la SENCO, et l'Église protestante risquent de demander à la population de se retrouver dans la rue, ce que la société civile, avec le docteur Mukwege, menace aussi de faire, et que Martin Fayoulou, qui lui a dit qu'on ne lui volera pas son élection pour la deuxième fois, lui aussi menace de faire. Donc, vous voyez tout ce monde que les catholiques, les protestants, le docteur Mukwege, Martin Fayoulou risquent de mettre dans la rue avec la milice katangaise qui serait derrière soit Joseph Kabila, soit Moïse Katumbi, et la milice kassaïenne derrière Félix Tshisekedi, sans compter les forces d'autodéfense qui se battent contre les Rwandais, mais qui cette fois-ci vont venir aussi se mêler. Le pays est sur des braises chaudes et tous les pays voisins sont menacés, surtout ceux de l'Ouest. Gare au Congo-Brazzaville, il risque d'être entraîné dans la tourmente. Merci Caroline Maïzo d'avoir été avec nous sur TLR TV R7, la renaissance de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier international. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Après avoir, bien sûr, partagé massivement cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.